Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face, c'est maintenant, et on va parler de quoi? Évidemment, des agriculteurs. Des agriculteurs, de leur division, mais de leur combat. On se rappelle, c'est quand même étonnant. Enfin, à chaque fois, on le dit, mais à chaque fois, moi, je vais vous dire ce qui m'étonne, les bras m'en tombent. Qu'au fond, la France qui a été pendant des siècles et des siècles le pays le plus agricole de l'Europe, le réservoir, le grenier à blé et tout le reste, eh ben aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que franchement, ça va continuer comme ça? Ou effectivement, maintenant, il y a les poulets ukrainiens, il y a le Mercosur, il y a la viande argentine, il y a effectivement, on embête les agriculteurs avec toutes les normes, mais alors en dehors, non, on va pouvoir recevoir de la nourriture, on va pouvoir recevoir des aliments, on va pouvoir recevoir des produits. Oh, ils n'auront pas les mêmes taxes, ils n'auront pas les mêmes interdictions, ils n'auront pas les mêmes interdits, c'est-à-dire les 2 poids et 2 mesures deviennent 10 poids et 10 mesures. Alors aujourd'hui, effectivement, des tracteurs ont afflué des 4 coins de la France pour se rendre à Paris. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis avec vous. Très bien. Et je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui. Je voudrais savoir un peu où on en est à l'heure où on parle, effectivement, du mouvement. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, en ce moment. Vous m'entendez ou pas? On se parle. Oui. Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Allez-y. Okay. Eh bien, écoutez, à l'heure où on se parle, de nombreux agriculteurs sont encore en train de converger vers Paris. Ils viennent de l'Est de la France, du Doubs, de Lyon, de ces départements. Ils vont rejoindre les autres collègues et essayer d'atteindre la cible, d'aller à la rencontre de tous les parlementaires. Oui. Toujours est-il que nous avons fait ce que nous avions dit. Nous avions demandé un rendez-vous avec le Premier ministre. Il est seulement fixé la semaine prochaine. En attendant, je pense que la coordination rurale aura démontré une nouvelle fois qu'elle est le seul syndicat à parler, à défendre les agriculteurs, à interpeller ce ministère, et on pensait justement qu'il aurait répondu favorablement à notre demande, puisque la campagne électorale pour les élections chambres d'agriculture démarre demain. Oui. Donc en fait, on a affaire à un gouvernement qui cherche en permanence à gagner du temps. Oui. Alors justement, quelques esprits chagrins et peut-être quelques mauvaises langues disent que tout cela aujourd'hui, c'est en fonction effectivement des élections à la Chambre d'agriculteurs, et que la coordination rurale, qui fait déjà 31% des voix, veut aller plus loin, et que c'est une question de concurrence. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Véronique Le Floch, et vous connaissez le problème beaucoup mieux que moi, est-ce que dans cette espèce de concurrence mondiale, avec cet accord Mercosur, qui, en dépit des dénégations de nos gouvernants, va probablement, hélas, être signé, avec tout le reste que vous connaissez, est-ce qu'il est vraiment important de remporter des élections de chambre d'agriculture? Alors, je voudrais comprendre. Alors, bien sûr, il est quand même question de l'avenir de l'agriculture. Et s'il n'y a pas là un tournant de l'agriculture française, alors elle est droit dans le mur. Et là, nous sommes avec un modèle dont le bilan des 30 dernières années est catastrophique. Rien que les 10 dernières années, 100 000 exploitations en moins, 1 million de vaches en moins, des jeunes qui s'installent de moins en moins nombreux, qu'on peine à recruter. Et comment voulez-vous, avec le ressenti et le moral qu'ont les agriculteurs dans les campagnes, comment voulez-vous les attirer? Donc, on oppose 2 modèles, oui. Celui de la FNSEA, celui qui serait le modèle dans lequel on pourrait continuer à s'inscrire, qui fera que d'ici 2030, nous n'aurons plus en France que 150 000 exploitations.
Ouais. Un modèle basé sur des fermes industrielles, à vocation exportatrice, avec la finance au capital des exploitations, donc un asservissement total. Et le modèle de la coordination rurale, celui qui défend des fermes viables, vivables, transmissibles, celui qui cultive l'indépendance pour récolter la liberté, celui qui refuse la finance dans nos exploitations, celui qui refuse ces aides permanentes. On doit être bien sûr aidé, accompagné quand il s'agit d'aléas climatiques ou d'événements exceptionnels, comme l'ont été aidées toutes les entreprises françaises lors du Covid. Mais maintenant, on fait comment? On nous a mis dans un couloir de contention, et là, les agriculteurs me comprennent. Quand vous êtes dans un couloir de contention, c'est parce que vous êtes proche du tri, on garde les bons et on évacue les moins bons. Donc, nous, à la coordination rurale, on veut stopper cette hémorragie, on veut stopper cet agricide, on veut que les politiques se réveillent, qu'avec l'inondation de la France, à partir de produits qui ne correspondent pas à nos normes, on est en train de remplir les assiettes de nos consommateurs qui deviennent des poubelles. Ouais. Et justement, alors ce qui est étonnant, parce que ce procès-là que vous faites, qui a été fait depuis quelque temps, qui doit être fait, on a l'impression que ça ne bouge pas. Alors, en quoi? Mais je voudrais vous demander, en quoi, par exemple, mettons que lors des élections, la coordination rurale remporte, enfin, et ceux qui sont avec vous, et dans les mêmes opinions que vous, et dans la même tendance que vous, justement, à sortir de la sélection, à supposer que vous remportiez effectivement la majorité. Qu'est-ce que concrètement ça peut changer? Bien sûr que ça peut changer, et c'est là qu'il faut que tous les agriculteurs de France nous entendent. Parce que si la coordination rurale devient majoritaire, alors on change de modèle. On n'est plus sur un modèle inscrit dans l'agriculture mondialisée. On se ressent sur une agriculture française et européenne avec la préférence communautaire. On sort l'agriculture et on se bat pour l'exception agriculturelle, sortir l'agriculture des accords de l'OMC, ne plus faire en sorte que nous importions des produits qui ne respectent pas nos normes, qui font que l'Europe se retrouve avec des excédents, ce qui fait que nos prix y baissent sur le territoire, et nos excédents, nous devons les exporter et faire du dumping en Afrique et ailleurs, là où on ne permet même pas à ces agricultures de se développer. Ouais. Et donc, alors justement, Véronique Le Floch, par rapport à ça, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté? Parce que je sais que vous avez refusé il y a quelques jours de rencontrer François Bayrou, parce que il avait demandé de vous rencontrer le 13 janvier et vous avez estimé que c'était trop tard. Alors non, on a bien sûr accepté le rendez-vous. Le rendez-vous, il est pris. Ce que j'ai demandé à son directeur de cabinet, si c'était possible d'avoir une entrevue plus tôt, même rapide, ce samedi 4 janvier ou dimanche matin, avant que nos agriculteurs ne prennent la route. C'était ça l'objectif. C'était d'entendre de sa part la validation de nos engagements, de dire qu'il cautionnait et qu'il était en phase avec nous, comme peuvent le dire et savent le dire la plupart des députés. Oui, en fait, on est compris par tout le monde, mais en fait, on a du blabla, mais pas de résultat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vous disent oui, mais rien ne se passe. Est-ce que vous ne croyez pas, et la question est là, et elle est très importante, effectivement, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, que le moteur, que la locomotive, que le hachoir, que le pressoir de l'Europe mondialisée et la mondialisation est déjà parti, et que ça va être, alors je dis pas, il faut jamais désespérer, mais franchement, on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un réveil, il y a effectivement une rencontre. Et moi, la question que je voulais vous poser, parce qu'un auditeur nous a appelé et nous a dit, je voudrais avoir votre opinion, il dit, mais on ne comprend pas pourquoi les agriculteurs ne bloquent pas à Rungis pendant 4 jours, et à ce moment-là, les autres sont obligés de céder. Eh bien, écoutez... je vous pose la question telle qu'on me l'a posée, hein. Oui, alors Rungis, nous y étions, enfin, les collègues qui sont en train d'arriver sur Paris, en passant par Bobigny, ils y étaient le 6 décembre dernier. Ça s'est passé comme d'habitude avec la coordination rurale, juste des constats, du contrôle de produits. Mais quand tu as bloqué le marché de Rungis,
nous avons tenté, mais vous voyez bien qu'il y a cette ferme volonté de protéger, on va dire, ce coffre-fort, le frigo de la France, celui qui alimente après les quatre coins de France, alors même qu'on n'a même plus le droit de savoir ce qu'il contient, où vont les bons produits, parce que nous autres agriculteurs, tout ce qui sort de nos fermes est de Le Floch, qualité. excusez-moi, vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites que le coffre-fort de la France, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il contient. Enfin, en Eh bien, partie. écoutez, sinon il serait ouvert. La moindre des choses, la première fois où nous sommes montés sur Paris pour aller à Rungis, Ouais. tout aurait pu se passer dans la discussion, dans la visite de courtoisie, dans l'échange. S'il n'y a rien à cacher, eh bien, on ouvre les portes, on échange et on dit à la vérité aux agriculteurs, mais aussi à tous les Français. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, pour vous, la suite des événements, c'est bon, votre rencontre avec le Premier ministre, voir si les choses peuvent bouger ou pas. Et effectivement, vous vous battez, vous continuez à vous battre. Et ce que vous avez dit sur le couloir de sélection, en fait, c'est ça. On a l'impression que pour certains, eh ben, l'agriculture française, c'est quoi? C'est pertes et profits, c'est magasins des accessoires, c'est les gros vont continuer. Bon, effectivement, on fera des bonnes multinationales avec eux, et puis les autres, tant pis pour eux. C'est un peu ça. Alors, c'est une des directions. Nous, c'est pas du tout celle que Je l'on sais bien, souhaite. je sais bien. Et nous, on souhaiterait justement pouvoir vivre de notre métier, mais aussi pouvoir créer de l'emploi. Quand la coordination rurale défend la TVA sociale, qui a été abordée à un moment au niveau de nos politiques, au niveau de nos parlementaires, ça aussi, c'est un sujet pour alléger le coût du travail, pour rendre plus compétitives nos exploitations, pour embaucher davantage. Et, et qu'est-ce qui est fait? Rien. J'en parlais avec le directeur de cabinet qui était député par le passé. Ce sujet, ils avaient commencé à le regarder. C'est une idée qui vient de la coordination rurale, qui serait avantageuse pour tous les agriculteurs. Et pourtant, ça ne vient pas de la FNSEA. Donc, il est temps de mettre fin à cette cogestion pour redresser l'agriculture et justement avoir de nombreuses installations, des exploitations viables et vivables. Ouais. Écoutez, on verra ce qui va se passer. Comme dit l'autre, qui votera verra et qui vivra verra. Merci Véronique Le Floch. Effectivement, c'est un combat difficile, mais je sais que c'est un combat que vous menez, enfin on le sait tous, très très vigoureusement. On en continuera d'en parler. Merci. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, toujours avec les agriculteurs, effectivement, ils sont là. Barrage de la gendarmerie, ils contournent le barrage mis en place à Orvaux pour empêcher de rejoindre Paris. La FNSEA a appelé ses adhérents à ne pas se joindre à la coordination rurale, ce qu'a dénoncé hier un certain nombre de gens. Alors, Mercosur déjà signé, y a-t-il de l'espoir? Alors, on sent, et c'est pour ça que... Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, je suis très heureux que Sébastien Béraud, que nous avions déjà reçu, ah oui, et d'abord, effectivement, Véronique Le Floch, bonjour. Vous vouliez ajouter quelque chose, excusez-moi. Oui, juste quand même dire un petit mot sur la façon dont nous sommes traités. On vit une répression qui n'a jamais été vue ces 30 dernières années. Quand vous voyez face à vous des blindés, des hélicoptères, que nos représentants avec leur bonnet ne sont pas des OQTF mais des OQTB, obligation de quitter leur textile et leur bonnet, sous peine d'amende de 135 €. J'en reçois de partout. Nous sommes franchement traités de façon disproportionnée, comme nous le sommes d'un point de vue politique. Tout est inversement proportionnel à la charge de travail que nous avons dans nos fermes, au bien-être, aux intérêts que nous livrons à la France. Franchement, c'est désolant de voir un tel traitement et c'est vraiment ce comportement qui fait que certains sont à bout, mais on reste calme.
Franchement, un mauvais traitement, alors que tous les agriculteurs qui regardent doivent comprendre qu'aujourd'hui, la coordination rurale est vraiment mobilisée, le seul syndicat qui est mobilisé contre le système qui existe actuellement, parce qu'il faut que ça change. Ok, Donc voilà, Véronique Le Floch, juste ce traitement. merci. Écoutez, alors justement, nous avons Sébastien Béraud, Stéphane Neveu et Nicolas Lefebvre qui sont là, qui sont avec nous, qui sont venus au studio de Sud Radio, et on les accueille avec plaisir. Alors, Sébastien Béraud, on va parler aujourd'hui. Alors, on voit les choses, on voit ceux qui sont effectivement arrêtés, on voit les déploiements des gendarmes, on voit la FNSEA qui dit pas question, on voit Coordination Rurale en disant rejoignez-nous. Vous, quel est votre sentiment en voyant tout cela? Mais moi, je marche main dans la main avec la coordination rurale, puisque j'ai fait un appel avec monsieur Pierre-Guillaume Marcadal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que j'étais là sur Paris hier. Et c'est pour ça qu'on était coincés, bloqués, parce qu'on n'est pas de la FNSEA. En France, les seuls qui ont le droit de manifester, c'est la FNSEA, parce que monsieur Rousseau, c'est le grand copain à Macron, c'est le grand directeur PDG du groupe Avril. Donc, c'est une personne qui n'est pas là pour défendre les paysans, il est là pour défendre l'agroalimentaire. Je dirais même le cartel il y a le cartel de la drogue et puis il y a le cartel de l'agroalimentaire avec la FNSEA à la tête. C'est très très grave ce que je vous dis. Parce que eux, ils ont le droit de bloquer et en toute connivence avec l'État. Nous, on l'avait annoncé qu'on en montait. Ben, vous voyez, ils nous ont bloqués, mais on croirait qu'on est en état de guerre. Parce qu'il y a plus de... Comment vous avez senti? On vous a vraiment empêché de bouger, oui. empêché de... On nous a empêchés, même en voiture, on pouvait plus circuler, on nous bloquait sur la route. Heureusement que j'étais avec un compagnon qui avait une carte de presse, avec sa carte de presse, on est arrivé à passer. Après, il y avait des blindés, mais on se croirait, je sais pas moi, en guerre, alors qu'on demande juste de vivre. Et plus de survivre, de vivre. Dans la vie, on a besoin d'un agriculteur pour manger tous les jours. Et on a besoin d'un notaire ou une fois dans sa vie. Mais l'agriculteur, c'est vital. Mais ils veulent plus de nous. Ils veulent que vous soyez nourris avec des importations massives. Et ils veulent que nous, les paysans, on vous fournisse de l'électricité pour faire charger votre voiture ou votre portable. Mais c'est pas ça. Le camp de l'agriculteur, il est fait pour travailler sa terre, pour vous nourrir. Et c'est ce qu'on veut plus. On est dans les valeurs inversées à tous les niveaux de la société. Ça, c'est clair que ça ne concerne pas que l'agriculture. Ah, oui. Vous êtes dans Moi, je fais du lait et de la viande en Haute-Loire. Okay. Donc, c'est l'élevage. Donc, on est en plein avec le Mercosur. C'est nous l'élevage qu'on est le plus concerné, puisqu'ils veulent faire entrer beaucoup de viande bovine, beaucoup de viande de volaille. Voilà. Jusqu'à présent, les céréaliers ils ont été à peu près épargnés, mais ils vont pas être épargnés bien longtemps, puisqu'ils font rentrer des céréales d'Ukraine à 120 € la tonne. Et quand les céréaliers, il faudrait qu'ils la vendent au moins à 250 €. Donc tout le monde va être impacté. Ah oui, vous voulez dire qu'eux ils doivent la vendre à 250 € la tonne, et l'Ukraine la vend à 120 €. Voilà, parce qu'en échange, on leur a fourni des armes et du pognon. On est d'accord. Mais ce qui est bizarre dans ce pays, c'est qu'on trouve des milliards pour l'Ukraine, 15-20 milliards. On a trouvé des milliards pour les Jeux Olympiques, 15-20 milliards. On est plus à 5 milliards près pour ça. Oui. On a trouvé des milliards pour le Covid. Au diable avarice. Oui, on a trouvé des milliards pour le Covid, 600 milliards avec le quoi qu'il en coûte. Et pour les paysans, on nous donne 200 millions pour 400 000 qu'on est. Donc ça fait même pas 1 000 € par exploitation. Il faut être arrêté de nous prendre pour des imbéciles. Voilà, on ne demande pas à vivre d'aide, on demande à vivre de notre travail. Et on ne peut plus vivre de notre travail, puisque, par exemple, chez moi en Haute-Loire, on fait de l'agneau. De l'agneau, eh bien, il n'y a plus de moutonniers, parce qu'il y a des importations d'agneaux de Nouvelle-Zélande défiant toute concurrence. Donc j'ai un copain, moi, qui est cuistot dans une maison de retraite, il me dit, Sébastien, je ne peux pas prendre de l'agneau de Haute-Loire, je vais venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande, parce que je suis obligé, en tant que cuistot, de nourrir les patients d'une maison de retraite à 3 €. Pour 3 €, il faut faire le repas du matin, du midi et du soir. Donc c'est avec des importations. Les 3 repas. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils prennent de l'agneau de Nouvelle-Zélande, de la viande qui vient aux hormones d'Amérique. Nous, on nous dit beaucoup les circuits courts, tout ça, mais c'est du baratin que sur le territoire, même les écoles, même les milieux hospitaliers, il y a des grandes cantines qui pourraient consommer nos produits. Mais non, parce que c'est trop cher. Imaginez, c'est trop cher. Notre nourriture est trop chère. Alors qu'on n'a qu'à mettre des taxes sur les importations et mettre des taxes à 0%. Il ne faudrait pas de TVA sur nos produits pour diminuer cette différence. La pression, oui. Voilà. Mais est-ce que vous êtes, donc, vous, ce que vous dites, c'est un peu, on est dans un espèce de couloir, mais franchement, et je vous pose la question à vous, Nicolas Lefebvre ou Stéphane Neveu, ceux qui veulent répondre, et évidemment à vous, Sébastien Béraud, est-ce qu'au fond, je pose la question un peu brutalement, est-ce que la partie n'est pas jouée? Si, honnêtement. Franchement. C'est la 5e fois que je monte à Paris, parce que je veux toujours y croire, mais à mon avis, les carottes sont cuites. Si on passe pas les vitesses supérieures,
Si le peuple se met pas avec nous, parce que là, on nous parle de C'est souveraineté. quoi la vitesse supérieure? Bah, à un moment donné, les gendarmes, j'ai discuté avec plein de gendarmes, ils sont tous d'accord avec nous. Ils nous disent qu'on a raison, mais ils nous bloquent. Donc il y a un problème. Tant qu'on va pas avoir l'armée qui va venir avec nous, qui va déposer leur galon devant les gendarmes en disant vous les laissez passer, et il faut qu'on... Voilà, il faut aller le chercher, Van der Leyen, il faut aller chercher Macron, il faut leur dire non, ça peut plus durer. Nous, on demande à vous nourrir. Les consommateurs veulent être nourris par des produits français et on nous empêche. Il y a bien un problème à quelque part. Surtout que du matin au soir, on dit qualité 100% français. On ne dit que ça, hein, du matin. Dans toutes les pubs, dans tous les trucs. On a rebaptisé le ministère de l'Agriculture ministère de la souveraineté alimentaire. Mais c'est la souveraineté alimentaire du Brésil ou la souveraineté alimentaire de la France? Non, mais vous voyez bien qu'il marche sur la tête. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on change de gouvernement là tous les 3 semaines. C'est des gens qui ne connaissent pas une vache d'un taureau, ils ne savent pas planter une patate, et ils voudraient nous apprendre à nous à travailler. Alors que ça devrait être le contraire. Et, vous voyez bien, on a mis la gauche, on a mis la droite, on a tout essayé, mais ça ne marchera jamais. Parce que c'est tous des mondialistes, des européistes. Moi, vous savez mon point de vue, pour moi, il faut sortir de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner en long, en large et en travers. Je vous ai dit ça il y a un an. Mais il n'y a que ça. Il faut qu'on mette des barrières douanières à nos frontières. Puisque nous, nos produits, on les envoie en Chine parce qu'ils ont une valeur supérieure par rapport. Les Français peuvent plus les payer. Et les Français vont manger de la merde de l'étranger. Et nous, qu'on produit de la bonne viande de charolaise, de limousine, tout ça, on ne peut plus vous la faire consommer parce qu'elle vous coûte trop cher. Donc, il faut changer le système. Il faut changer les règles du jeu. Là, le jeu il est complètement faussé. Ouais, c'est fou. Et en fait, vous ne voyez ni à gauche, ni à droite, ni ailleurs des gens qui ont la volonté de dire bon, bah, on va bouger ça. Ça fait 40 ans que ça dure. Monsieur Berkhoff, on est rentré dans la PAC, dans l'Europe en 1990. 12. Avant d'y rentrer, on était la première puissance agricole européenne, la France, l'agriculture française, la deuxième mondiale. Et on nourrissait nos Français à 100% avec nos produits. Aujourd'hui, 70 à 80% de l'alimentation consommée en France est importée. Presque quasiment 70 à 80%. Est importé. En viande d'agneau et de volaille, on arrive à 80% importé du Brésil et d'Ukraine. Mais c'est impressionnant. L'arboriculture, le maraîchage, tout ça, c'est importé d'Espagne, du Maroc. On a quasiment fait tomber des filières en France. Et on les remplace par quoi? Par les biocarburants. Parce que l'Europe nous impose de mettre 30% de biocarburants dans les moteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on nous fait faire du colza, on nous fait faire de la méthanisation. Donc les céréales qu'on n'arrive pas à vendre pour faire du pain assez cher, eh bien les gars ils vont les mettre dans les méthaniseurs pour faire du biogaz qui seront valorisés à 250 € la tonne. Mais vous voyez bien qu'il y a de quoi se flinguer. C'est délirant. Donc pour faire du pain, vous faites venir du blé d'Ukraine. Et pour faire de l'électricité, pour remplacer le gaz russe, vous prenez vos céréales et vos carburants français pour remplacer. Oui, non, on va où? L'histoire avec la Russie, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Ah, on pourrait rester jusqu'à demain. Oui. Ouais, moi j'ai une vue un peu plus globale parce qu'ici on parle franco-français, mais bon, moi je viens de Belgique, mais on parle aussi, enfin on a des contacts avec l'Allemagne et la Hollande. Il faut savoir qu'en Belgique il y a eu des manifestations d'agriculteurs il y a quelques mois où ils avaient bloqué les autoroutes, ils étaient montés sur les autoroutes, ils avaient bloqué pendant plusieurs jours les autoroutes belges. Il faut savoir qu'en Hollande, là c'est carrément la police qui a tiré à balles réelles sur les fermiers pour qu'ils rentrent chez eux. À balles réelles, oui, on a des images où il y a des tracteurs qui ont reçu des balles. Mais tout ça au nom de quoi et de qui? Parce que quelque part, nous, ce qu'on veut, le simple citoyen, il veut une alimentation de qualité bien sûr. Et pas trop cher. Mais le circuit court permet ça. Et alors, on vient nous rabâcher les oreilles avec l'écologie, avec le CO2 et compagnie. Et donc, on va faire venir de la viande du Brésil et compagnie. C'est dans des cargos qui polluent 10 fois plus que... Les méthaniers polluent plus que 50 000 voitures, 500 000 voitures. Voilà. Faut le savoir. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Alors, par exemple, un bête exemple qu'on ne cite jamais, c'est la société Air Liquide qui capte les gaz dans l'atmosphère pour tout ce qui est soudure et compagnie, mais ils captent aussi énormément de CO2. Et vous savez ce qu'ils font avec le CO2? Eh bien, ils le livrent chez Coca-Cola pour faire les bulles. Donc les bulles du Coca-Cola quand vous ouvrez une bouteille de Sprite ou quoi que ce soit, c'est le CO2 qui est dans l'atmosphère qu'on a capturé et dont l'État a payé une partie en prime pour capturer ce CO2. Et donc ça c'est des choses qu'on n'entend jamais. Et donc on est gouverné par cette finance et c'est ça qu'il faut mettre à place. C'est la finance, parce que la finance elle fait quoi? Parce que Van der Leyen, Macron et compagnie, ce ne sont que des pantins. Pour moi ce n'est que des pantins de la finance. Et au-dessus d'eux, ils ont des cabinets de conseil, McKinsey et d'autres, qui disent à ces politiciens
qu'est-ce qu'ils doivent voter. Moi, j'ai visité il y a pas longtemps le Parlement européen et on a demandé à la guide, mais comment savent, avec toutes les lois qui sont votées tous les jours, comment les députés, et autres doivent voter. Et ben, il dit, c'est comme au temps des Romains. Le pouce en haut, ils doivent voter oui, le pouce en bas, ils doivent voter non. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans l'hémicycle à l'Europe, quoi. Alors, moi, je veux bien, mais faut arrêter de rigoler. Puis bon, je crois que la seule solution, les Gilets jaunes, ils l'avaient compris, hein, c'était de rendre le pouvoir au peuple et de rendre la démocratie au peuple. Mais là, sauf que malheureusement, ça s'est arrêté très vite. Ça s'est arrêté très vite. La même répression que subissent aujourd'hui les agriculteurs. Et maintenant, les agriculteurs, ils ont encore les nouvelles armes en plus, puisque maintenant, ils sont arrivés avec les centaures sur les. Donc, c'est des camions des chars, entre le char et le camion qui pèsent 14 tonnes, qui est équipé de beaucoup de matériel militaire. Ah aussi. Oui, ça pour la technologie, on a ce qu'il faut. Ça pour donner des sous aux forces de l'ordre. Mais je pense aussi que c'est justement aussi une décision du pouvoir, c'est de toujours mettre en lutte le peuple contre le pouvoir pour toujours armer de plus en plus les forces de l'ordre et réprimer de plus en plus. Donc, on est en dictature. Pour moi, on est en dictature. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors, c'est le problème que posait Sébastien. Justement, vous dites vous-même, vous rencontrez des gendarmes qui vous disent oui, on est d'accord avec vous. Sauf que comme ils sont en service commandé, oui, on est d'accord avec vous, mais on va vous. À un moment donné, il va falloir savoir si c'est des collabos ou des résistants, les gendarmes. On est en 39, Monsieur Berkhoff. Il n'y avait pas beaucoup de résistants en 39. Et à la fin, tout le monde était résistant. Oui, ça. Les ouvriers de la 11e heure, on connaît, ouais. Donc les gendarmes, il faudra qu'ils nourrissent leurs enfants. Ouais, normal. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que si on continue comme on fait, on va aller vers une famine dans quelques années. Parce qu'on n'est pas à l'abri un jour que ces importations massives de Brésil ou de n'importe où, elles ne viennent plus chez nous. Pour un conflit militaire ou une crise vraiment sanitaire, on n'est pas à l'abri. Et on ne sera plus en capacité de vous nourrir parce qu'on sera parti sur d'autres filières, telles que le biogaz, l'électricité. Moi, régulièrement, les paysans, on est contactés pour mettre des champs de panneaux photovoltaïques, des champs d'éoliennes. Donc, oui, c'est incroyable. Donc tout ça, on va vous acheter avec les éoliennes. Voilà, on résiste. Moi, alors on sait que c'est une arnaque, ça marche plus. Voilà, c'est une arnaque. On sait que ça marche plus. Quelque part, on essaye de résister, mais jusqu'à quand? Parce que le pognon, le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et s'il n'y a pas de pognon, nos exploitations, elles ne tournent plus. Donc elles risquent d'être saisies par des grosses structures qui vont emmener l'alimentation. On voit, il y a les Chinois, les Qatars, tout ça. Ils les jettent, nos exploitations. Ils veulent racheter notre capital social parce que le nerf de la guerre, un jour ou l'autre, ça va être l'alimentation. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. On en parle tout de suite après cette petite pause. Berkhoff dans tous ses états. Avant de vous rendre la parole, André Berkhoff, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez toujours appeler la radio au 0826 300 300 pour réagir à cette émission. Voilà, et à nos agriculteurs qui sont là avec nous, et justement, quelque part quand même, Sébastien Béraud et vous, Nicolas Lefebvre, et Stéphane Neveu, on parlait de quelque chose et on se dit, au fond, comment faire pour que les choses ne soient pas déjà écrites? Parce que apparemment, vous avez vu ce qu'ils ont dit. Le Mercosur, ils ont dit, ouais, ce que Macron dit, oui, moi je suis pas d'accord, etc. C'est pas du tout signé, etc. Il a dit d'ailleurs ce matin, au sujet du Mercosur, je vous dis matin, la messe n'est pas dite, on continuera de défendre avec force la cohérence de nos engagements. C'est faux, ça. Moi, j'y suis allé au Brésil il n'y a pas longtemps. La messe est dite depuis très très longtemps. Le Mercosur, ça fait 25 ans qu'on en parle. Ça fait 25 ans qu'on fait rentrer du soja au GM du Brésil. Ça fait 25 ans qu'on fait rentrer de la viande aux hormones. Mais là, c'est juste pour que ce soit rentré en règle. C'est déjà signé. Rousseau, le président de la FNSEA, il va acheter des terres au Brésil pour nous envoyer sa merde en France. Et il se dit représentant des paysans. Non mais tout est signé. Moi je dis la seule solution pour casser ces accords de libre-échange, c'est le Frexit. J'en ai discuté avec Philippe Murer, avec des économistes pointus là-dessus. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas. Il faudrait que tous les pays européens ils soient contre. Et on peut pas. On est trop nombreux. Maintenant, même l'Allemagne peut vendre leurs voitures au Brésil. Ils sont pour le Mercosur. Ce qui est un scandale. Parce que les Chinois, ils vont jamais aller vendre. Ils vont jamais acheter des Mercedes. Ils sont prêts à tout pour vendre leurs voitures. Oui, mais les Brésiliens, j'y suis allé. Ils vont les acheter. S'ils peuvent acheter des voitures sud-coréennes ou chinoises 2 fois moins chères que les Mercedes, ils vont pas se gêner. Oui, moi je veux soulever 3 problèmes actuels et qui font justement qu'on ne sait pas bouger. C'est la dette qui est inévitable et qu'ils ont creusé. Et 3300 milliards. Oui, nous on est à presque 600 milliards en Belgique, ce qui fait encore plus d'argent par tête de pipe. Ouais. Vous êtes plus ou moins à 42 000 euros par personne en France. Nous en Belgique on est à 55 000 euros par personne. Je parle de 0 à 100 ans. Donc pour le nouveau-né, il a déjà une dette chez nous
de 55 000 euros. Le gros problème qu'on a, et c'est en France comme en Belgique, hein, même dans tous les pays, je pense, c'est qu'on n'a plus d'opposition. Une vraie opposition. Pas une opposition qui fait que crier dans les micros et qui lève les bras. Une vraie opposition qui propose des lois et qui fait que, ou qui attaque. Vous vous rendez compte qu'au Sénat, ils sont quasi tous avocats. Ils ont tous des casseroles et ils sont jamais attaqués en justice par leurs confrères d'opposition. Donc là, il y a quelque chose qui pour moi est bizarre que ça ne se passe jamais. Et alors le fait, c'est que bon, on a des constitutions, constitution belge, constitution française, une constitution européenne, et même eux ne la respectent pas. Et c'est ce qu'en premier, ce que le citoyen devrait faire, c'est déjà dire tu respectes pas la constitution. Et alors l'immunité parlementaire, ça aussi, ça devrait être aboli. Vous, quand vous faites une faute, vous êtes mal garé, vous payez quoi. Eux, ils peuvent faire autant de fautes qu'ils veulent, ils sont toujours là, et puis ils ont des parachutes dorés, ils ont tout ça. Mais tout ça, il faudrait bannir pour arriver et alors faire décider le citoyen. C'est ce que les Gilets jaunes voulaient. Ils voulaient faire que c'est le citoyen qui prenne en main, un peu comme le système suisse. Il n'est pas au point le système suisse, puisque le système suisse, ils ne peuvent pas voter pour la finance. Ils peuvent voter sur toutes les règles, sauf sur la finance. Oui, on est en Suisse, faut pas rigoler quand même. Faut pas prendre le beau genre. Je crois qu'est-ce que nous avons. Non, alors oui, nous aurons des éditeurs, mais une chose quand même, parce que ce que vous dites, ça revient à vous voulez faire la révolution, quoi. Enfin, non, mais soyons clairs. Je veux dire, comment vous dites vous-même que dans la structure actuelle, le Frexit, je sais, mais ou est-ce que ce n'est pas le Bruxit qu'il faudrait faire? Moi, juste un mot, je voudrais raconter. Moi, j'étais absolument frappé. Vous me parliez de. Bon, moi, j'étais frappé par ce qui s'est passé au Parlement européen il y a quelques mois, pas longtemps. Je vais vous dire, ça pour moi, c'est vraiment, ça dit tout. Et tout le reste, agriculture, tout ça, vient non pas derrière, mais vient s'expliquer. Vous savez, il y a eu un amendement qui a été proposé de faire toute la lumière sur les contrats signés entre Ursula von der Leyen et Pfizer. En disant, il y a des contrats, on veut avoir, mais c'est la moindre des choses, ok? Et on a demandé au Parlement de voter pour demander la transparence absolue des contrats. Eh bien, les 2/3 du Parlement européen, donc nos représentants, ont voté contre la transparence. Voilà. Tout est dit. Je suis intervenu au Parlement. Au Parlement européen pour demander une commission d'enquête sur les effets secondaires de l'injection. Puisque maintenant, on a des turbocancers. Les hôpitaux en Belgique, en tout cas, ont doublé leur service en cancérologie. Les croque-morts, ils n'ont jamais eu autant de travail que maintenant. Et ça, c'est passé sous un silence radio, un silence radar phénoménal. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait une commission d'enquête par État et l'Europe. Mais ça, même en le demandant à l'Europe, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois que nous avons Philippe qui nous appelle. Philippe ? Oui, allô? Oui, bonjour Philippe, vous nous appelez de Caen. Ah oui, bonne année André. Bonne année à vous, bonne année à vous. Allez, on est de votre retour et on ne va rien lâcher, Philippe. Voilà. Oui, on lâche rien. Alors, j'ai juste balayé un petit brièvement là. Oui, le groupe Avril, je confirme, c'est un groupe multinational qui défend principalement les céréaliers. Il y avait Didier Guillaume, c'est une multinationale, ils font des milliards de bénéfices, ou en tout cas de chiffre d'affaires. Ça ne concerne pas nos amis éleveurs petits, moyens, voire un peu gros, mais pas plus. Alors, une chose est sûre, il faudra le prendre en compte. Je pense que vos invités parlaient de force de police, de contraintes. Il faut aussi parler du peuple français. Et André, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Souvenez-vous, parce que moi j'ai des dents, puisque je travaillais à l'époque dans l'agroalimentaire et je voyais des petits, des gros, des très grandes, des très grandes exploitations. La crise de l'ESB, du prion. Messieurs, mesdames, les Français, écoutez-moi bien. Toutes les matières premières ont donné, je vous rappelle, de la viande à manger aux vaches. Et moi, j'avais aussi un département piscicole où on donnait de la viande aux poissons, pour faire ça. La crise du prion qui est venue de l'Angleterre, et vient de nos amis belges, nos amis bien sûr toujours, mais ça nous pend au nez, parce qu'on n'a aucune visibilité. Alors moi je dis à tous les Français, stop, on a voulu étiqueter la viande ou les produits français avec un savoir-faire français, viande bovine ou produits transformés en France, etc. Il faut s'en contenter, parce que ce qui nous pend au bout du nez,
s'éteint aussi ce problème de prions. Et là, ça ne va pas être de la rigolade. Hein. Merci Philippe. On va reprendre tout cela après une petite pause et on va continuer à parler de ce problème parce que ce qui est absolument désespérant, c'est qu'on a l'impression que voilà, des gens s'agitent et c'est leur vie. Faut pas l'oublier, c'est leur vie quotidienne et c'est des gens qui nous nourrissent. Enfin, je veux dire, qui n'aime pas, franchement, qui n'aime pas la bonne nourriture française, les bons produits, les produits qu'il faut. Et c'est pas possible qu'on soit aujourd'hui en se disant ah oui, je vais manger du poulet aux hormones. C'était d'ailleurs il y a 50 ans déjà, Jean Ferrat l'avait chanté, le poulet aux hormones. Hein. C'est pas nouveau, quoi. Donc on se retrouve juste après ça. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et est-ce que nous avons Olivier? Pas encore. Olivier? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on nous appelait du Val-de-Marne. Bonjour Olivier et bonne année. Hein, à vous. Bonne année Saint-Berkov, ça fait un bout de temps que je vous avais pas eu au téléphone. Ben voilà, vous voyez, tout se passe quand il faut. C'est moi qui insistais pour qu'on fasse un sujet sur l'Amérique du Sud. Si oui, exact. Et j'aurais des choses à vous dire, ça vous allez décrocher votre siège. Eh bien, on le fait. Alors parlons pour le moment d'agriculture. Je pense que c'est pour ça aussi que vous appelez. Moi, je suis d'accord avec vos intervenants. Il faut un Frexit de la manière la plus radicale. Et il faut les militaires au pouvoir. Alors, ça peut paraître choquant ce que je vais dire. Vous dites qu'il faut des militaires au pouvoir. Oui, non, voilà, mais allez-y, expliquez. J'ai aucune confiance dans les politiques existants. Ce sont tous des vendus, tous des traîtres à la nation française. Ils ont tous donné leur âme à l'ultramondialisme. Je suis pas contre le mondialisme, mais là, c'est vraiment l'aspect le plus dépravant possible. C'est-à-dire, on est prêt à trucider nos agriculteurs, notre agriculture française, pour une Europe qui est une chimère. Et honnêtement, une souveraineté, c'est un pays qui contrôle à la fois ses frontières, qui frappe sa monnaie, mais qui aussi a sa propre agriculture. Du temps, je vais juste faire un historique, hein, si ça peut vous intéresser, du temps d'Augusto Pinochet. Alors, c'est mon avis à moi, ça ne concerne que moi. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, cher Olivier. Enfin, bon. Non, mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple à prendre. Non, mais moi, j'ai un avis parce que j'ai ma belle famille est chilienne. Je sais. Et je vois de l'intérieur le pays, donc j'ai un avis différent. Ce que je veux dire, c'est que les Chiliens actuellement consomment leurs propres produits, ils consomment très peu de produits de l'extérieur. Et en fait, ils ont une sorte d'autarcie, pas totale. Ils exportent. Mais ils ont une agriculture, ils sont dans le Mercosur, mais ils évitent de faire venir trop de produits de l'extérieur. Comme la Suisse. Un peu, et dites-moi, c'est pas ce que fait Javier Milei en Argentine aujourd'hui? Milei a plus l'option de faire marcher son agriculture pour l'exportation. Il faut qu'on comprenne les 50 milliards de dettes, 45% de pauvres, 15% d'indigents, et des gens qui vont dans les décharges publiques. En Argentine, il y a des vidéos manger ce qui vient des restaurants des quartiers de Buenos Aires. Voilà, ils ont tellement la dalle qu'ils sont prêts à avoir. Donc vous dites, Olivier, en France, il faut aujourd'hui retrouver l'autonomie, la souveraineté alimentaire, c'est ça? Et souveraineté au sens tout court du terme, et virer tous les politiciens, fermer le Parlement pendant un certain temps. Ça nous coûte des milliers d'euros à entretenir des gens qui vous disent des balivernes à des agriculteurs, à des gens lambda, des petites gens, et qui ne veulent pas appliquer ce que le peuple vote, par exemple. On nous a entubés sur les élections législatives, on veut nous entuber sur les présidentielles, on a un fou à la tête de l'État qui est prêt à dire une chose et une autre, qui va vous exagérez. Voilà. Non, mais attendez, quand il fait la promotion de l'agriculture ukrainienne, qui signe des accords et qui dit aux agriculteurs français, ah ben je vous ai compris, etc. Et dans le dos, il va faire des coups tordus. Je suis désolé. Donc vous dites gouvernement d'autorité et sortir effectivement de cela. Je voudrais savoir comment vous réagissez. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur. Hein. Ouais. D'ailleurs, je connais un peu le Val-de-Marne puisque j'ai été faire une manifestation chez ces jeunes agriculteurs qui veulent construire une prison où ils veulent lui prendre 80 hectares et il ne en restera plus que 20. Donc je connais bien le Val-de-Marne. Vous devez connaître. Et j'habite à côté du mine de Rungis. À Noiseau. Alors, moi, je ne connais pas forcément là où vous dites, mais j'habite juste à côté du marché international de Rungis. D'accord. Ah, d'accord. Écoutez, on va voir ce qui va se passer là. Et le mine, c'est mon voisin. D'accord. Non, mais de toute façon, il faut qu'on change les règles du jeu. Ce système ne marche plus, on en a les preuves sous les yeux. On n'a plus de paysans.
Dans les campagnes, il y a des communes où il n'y a plus un paysan. On a démonté des grands sovkhozes et kolkhozes qui vont plus vous fournir de l'alimentation. Ils vont vous fournir de l'énergie ou de l'alimentation qui va repartir ailleurs parce que il y aura des investisseurs étrangers qui vont mettre des fonds propres parce qu'il n'y a plus d'investisseurs qui croient en la France. Ouais. Les investisseurs français, ils partent au Canada, ils veulent plus mettre un péacock dans la France puisqu'il y a trop de charges, ça coûte trop cher. Mais pour moi, on va droit vers une famine. Oui. Qui va amener à une guerre civile. Famine, vous allez vite en besogne, non? Non, parce que jour on n'a plus d'importation, puisqu'on n'a plus d'agriculture, on fait quoi? Il y aura l'importation, tout le marché du mondial va se mettre en branle. Pas obligé. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Bon, c'était juste un petit frémisse, mais ça aurait duré plus longtemps. Les agriculteurs, on les a trouvés bons pour aller acheter leur viande et leurs œufs et leur lait. Parce qu'il n'y avait plus de bateaux, il n'y avait plus d'avions qui volaient, il n'y avait rien plus. Ouais, la preuve en est, c'est qu'on avait retrouvé les sangliers, les insectes, tout ça, tout était revenu comme le merle enchanteur. Et si ça durait plus longtemps? Et s'il y a une guerre, s'il y a un conflit, j'en sais rien, moi, russe contre la Russie, les Russes contre les Américains, et qu'il n'y ait plus d'importation. Mais là, à Paris, je vous plains, 15 millions, il n'y aura pas assez de rats pour tout le monde, même qu'il y ait beaucoup de rats. Je vous le dis, et je vous le dis comme je le pense. Nous, dans les campagnes, on aura... Dans les campagnes, Paris dévoré par les rats, vous voyez, les gars, hein, on commence l'année, vous voyez, avec optimisme. Moi, on m'a dit qu'à TF1, ils étaient embarrassés des rats, là-bas, ils montaient par-dessous. Non, mais on rigole, mais en attendant, c'est grave, la souveraineté alimentaire. Parce que là, on a trop concentré les gens... 15 millions d'habitants, il n'y aura jamais assez d'alimentation autour, puisqu'on leur pique les terres. Tandis que moi, chez moi, en Haute-Loire, on en aura suffisamment assez. Je pense qu'on a fait l'exode rural, mais là, il faut faire dans l'autre sens. Ouais. Mais écoutez, on me dit qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin, il y a des jeunes qui vont s'installer quand même à la campagne et faire des... Ils y arrivent. Oui, c'est vrai. Mais pas suffisamment. La SAFER, elle bloque tout. On a une SAFER, on a une FNSEA, tout est verrouillé. Si un jour vous voulez venir, un jeune de Paris qui veut venir chez nous acheter des terres, c'est quasiment impossible. Pourtant, il aurait le pognon. Pourquoi? Mais parce qu'il faut être déjà agriculteur et c'est la SAFER, c'est la mafia dans la mafia, c'est le monde paysan. Il est géré par la FNSEA et tout est verrouillé. Tout est racheté par la FNSEA et autres. Voilà, c'est un peu comme on disait tout à l'heure Bill Gates ou les fonds d'investissement, ce qu'ils ont fait en Ukraine, ça se passe en France, il ne faut pas rêver. Hein. C'est toujours le gros qui mangera le petit. Ouais, et hier, sur le point de manifestation, on a été hier soir entouré par la gendarmerie. J'ai demandé un peu quelles étaient les revendications des agriculteurs. Ouais. Une des revendications phares, c'était que les produits qui sont importés en France aient les mêmes contrôles que eux. Parce que eux, ils me disent qu'ils ont 11 sociétés de contrôle qui arrivent indépendamment dans leur ferme et qui sont toutes en société. Ah oui, ça me paraît la moindre des choses, parce que ce que vous dites, c'est que les produits qui arrivent en France ne sont pas contrôlés du tout, les produits français. Du tout. On le sait comment ils cultivent en Brésil. Ils font 3 cultures par an, des gens dans le même champ, parce qu'ils ont le climat, ils ont tout, ils ont la bonne terre. Mais entre chaque culture, ils mettent 5 litres de glyphosate. Ils mettent des hormones de partout, des hormones de croissance. Mais chez nous, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ça, et tant mieux. On ne va pas faire marche arrière, on va pas aller vers un système productivisme comme ça. Et on sait que le Brésil, aujourd'hui, ils nourrissent 2 milliards d'habitants avec 60% de forêt amazonienne. Il suffit juste qu'ils déforestent un peu plus, ils vont nourrir la moitié de la population. Mais cette nourriture, c'est pas la bonne nourriture. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a rien d'écologique de faire venir de la viande pendant 3 mois dans des sacs gazéifiés. On va où? C'est pas de la viande. C'est clair. Olivier, vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne sais pas si Olivier est avec nous. De cancer parmi les agriculteurs en Argentine, parce que je fais la relation à ce qui est balancé dans les champs en Argentine. Il n'y a pas de protection. Il y a eu des gens qui sont morts de ces produits à un taux énorme en Argentine. Ça, on n'en parle pas. Dans le sud de l'Argentine, là où il y a la partie de l'agriculture argentine, et vous avez des gens qui ont crevé de ces produits, tout ce qui est qu'on balance dans les champs pour tuer les parasites. Oui, ça promet tout ça. Oui, on finit, Sébastien. Oui. En parlant d'Argentine, vous avez entendu il y a 2-3 mois, en France, le grand groupe Lactalis, la plus grosse coopérative laitière en France, ils laissent 300 producteurs de lait sur le carreau. Pourquoi? Parce qu'ils sont implantés dans le monde entier et surtout en Argentine. Et en Argentine, comme il a dit le monsieur, ils veulent jouer la carte de l'exportation. Donc ils sont en train de monter des grosses exploitations laitières là-bas, où Lactalis est implanté. Donc il va faire produire du lait là-bas à moitié prix de chez nous, et il va nous exporter chez nous, donc importer en France pour les consommateurs, des produits quasiment pareils qu'en France, mais avec pas les mêmes normes. Ça sera toujours, les mêmes marques
de consommation publicitaire, mais avec pas les mêmes contraintes. Vous savez, c'est Sébastien et vous-même, il faut que vous allez voir Bayrou avec... Bayrou, mais avec Bayrou, il a des Monsieur chevaux, il Floch. paye sa cotisation à la FNSEA. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec un train? Ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est acheter local et faites attention à tout ce que vous achetez et achetez local. C'est la meilleure résistance que vous pouvez faire. Eh bien, ce sera le mot de la fin, FIM. Merci.